Le 20 juin 1791, le roi choisit de fausser compagnie à la nation au motif qu'il ne lui reste plus, pour le citer, je cite justement, qu'un vain simulacre de royauté. Dans la déclaration qu'il laisse à sa sortie de Paris, Louis XVI ne remet pourtant pas en cause le principe même de la souveraineté nationale. Ce qu'il conteste, c'est seulement l'usurpation de son exercice par ses représentants autoproclamés selon lui. En effet, toujours à ses yeux, l'Assemblée ne s'est pas contentée de le dépouiller de tous les attributs de la souveraineté, à commencer par celui au fondement de tous les autres, le pouvoir de faire la loi. Le problème, c'est que, toujours à ses yeux, elle s'évertue aussi à lui disputer ceux qui lui ont pourtant été reconnus en droit, un en particulier, les relations extérieures. Si Louis XVI, en effet, estime n'avoir plus de souverain que le nom, c'est qu'il n'est plus libre, ni maître, de rien, sinon d'adouber la loi dictée à l'intérieur comme à l'extérieur par les représentants de la nation. Sauf que, contrairement à ce qu'il prétend, le comité diplomatique n'a encore révisé aucun traité de l'Ancien Régime. Il n'a jamais non plus imposé aucune nomination au poste diplomatique et il ne s'est même jamais vraiment demandé de qui ou de quoi les ambassadeurs étaient les représentants, comme si la réponse allait de soi, alors même que la traduction diplomatique de ce transfert de souveraineté du roi vers la nation n'avait rien d'une évidence. À l'Assemblée, la nation a eu plus de 1000 députés pour la représenter et vouloir pour elle. À l'étranger, le roi a disposé d'une quarantaine de représentants pour parler pour lui et à travers lui pour la nation, puisque jusqu'en 1789, leurs intérêts étaient confondus, conformément au principe suivant lequel la nation fait corps avec le roi. Mais qu'en est-il à partir du moment où cette nation forme un corps politique à part, qui se définit comme une communauté de citoyens souverains obéissant aux lois, qu'il se donne par le biais de ses représentants élus? Dès lors, les ambassadeurs sont-ils les représentants du roi ou sont-ils les représentants de la nation? Ou bien sont-ils les représentants du roi et de la nation? Comment représenter cette souveraineté hybride ou bicéphale, au sens où l'une a encore les traits familiers du monarque, alors que l'autre a tout d'une sorte d'hydre à 1000 têtes? Et comment parler au diapason des deux souverains quand l'un et l'autre ne parlent pas tout à fait le même langage, et encore moins, je rajouterai, et pour cause, d'une seule voix? Si essentielle que soit cette question de la représentation pour appréhender celle de la souveraineté, elle n'est pourtant que rarement posée en termes diplomatiques, sans doute parce que l'histoire de la diplomatie sous la monarchie constitutionnelle ne s'est jamais écrite que sous un seul angle, celui de la duplicité royale. De cette duplicité, on a surtout fait le stigmate de la versatilité maladive ou, à l'inverse, du génie intrigant, c'est une citation, de Louis XVI. Elle est plutôt le symptôme d'une crise profonde de la représentation diplomatique. Cette crise, elle ne s'est toutefois pas posée dans les mêmes termes au sein des ambassades françaises, à la tribune de l'Assemblée et dans les coulisses du ministère. C'est donc à ces trois échelles qu'il faut l'ausculter pour scruter ce que fait à la diplomatie la métamorphose de la souveraineté. Et donc, elle fait ça en 3 temps. Je n'ai pas la liste des 3 parties. Donc, première partie, une souveraineté insécable, les représentants du roi, seuls et seulement. À l'échelle des ambassades, le fait est qu'elle n'a pas changé grand-chose. Il suffit d'observer les listes publiées dans l'Almanach royal, devenu ensuite Almanach national, entre 1789 et 1791. Il suffit de cela pour s'en convaincre. En effet, à 3 exceptions près, ce sont les mêmes noms qui y sont recensés et sous la même qualité de ministre du roi en pays étranger, du roi et pas de la nation. La seule esquisse de renouvellement du corps diplomatique est en effet très tardive, puisqu'elle n'a lieu que le 27 mars 1791. Elle est aussi, écrit Virginie, cosmétique, j'aime beaucoup le terme, puisqu'elle ne concerne que 6 postes sur 40. Et elle est surtout largement fictive, puisque le ministre se contente en fait de déplacer d'un poste à un autre les ambassadeurs qui étaient déjà en fonction avant 1789, j'ajouterais volontiers en une sorte de jeu de chaises musical. Ce qui signifie que, sous le ministère de Montmorin, et même au-delà, l'appareil diplomatique est resté verrouillé par cette poignée d'aristocrates qui se refusent à être autre chose que les représentants du roi
et du roi seul et seulement. Ce refus tient d'abord à leur état. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'honneur d'incarner le roi sur la scène étrangère est en effet resté le monopole incontesté de la haute noblesse de cour, puisque c'est dans cette matrice curiale qu'ont été forgés et puisés presque tous les ambassadeurs en poste en 1789. Mais ce refus tient aussi à la spécificité de leur pouvoir, qu'ils tiennent du roi seul, et qu'ils sont même les seuls à recevoir du souverain en personne. C'est donc à la fois ce lien génétique avec la cour et ce lien interpersonnel avec le roi qui font plutôt d'ailleurs, mais enfin pardon, moi je dirais qui font que ces serviteurs, mais c'est écrit qui fait, qui font que ces serviteurs les plus titrés et les plus attitrés de la souveraineté monarchique ont le plus grand mal à admettre d'être ravalés ainsi au rang de simples fonctionnaires publics, ce que l'Assemblée fait pourtant d'eux en 2 temps. Premier temps, le 2 janvier 1790, lorsque l'Assemblée retranche leur traitement de la liste civile. Second temps, le 17 novembre 90, j'imagine, en les obligeant à prêter serment à cette nation qui, à leurs yeux, ne s'est assise par effraction sur le trône que pour mieux en déloger le roi. À l'ouverture des États généraux, les ambassadeurs étaient pourtant loin de partager le même diagnostic. Si certains y voient une boîte de Pandore qu'il n'aurait surtout jamais fallu ouvrir, comme toutes les boîtes de Pandore, d'autres s'y montrent favorables, à l'instar entre autres du marquis de Vergennes, qui en fait le seul moyen, je cite, pour la nation de reprendre ses droits sous un monarque juste. Ce n'est qu'à partir de la mue inopinée des États généraux en une assemblée constituante que les ambassadeurs se désolidarisent de ce souverain clandestin qui prétend condamner le roi à gouverner sous la tutelle de la nation. Pour le cardinal de Bernis, dès le 14 juillet, l'affaire est pliée. On cite Bernis, le tiers-état est roi de France. Fin de citation. Dès lors, dans leur correspondance privée, la Révolution se résume non pas au duo, mais au duel à front renversé entre d'un côté une assemblée d'usurpateurs qui s'ingénie à arracher au roi pièce par pièce sa couronne, et de l'autre, un roi qui abdique les uns après les autres tous ses pouvoirs. Indigne pour les uns de prostituer la souveraineté monarchique, contraint pour les autres de devoir la partager. Louis XVI n'est plus à leurs yeux qu'un demi-roi qui semble disposé d'abord, résigné ensuite, à se laisser amputer de sa souveraineté sans broncher. Quant aux députés, ils ne sont pas seulement coupables de vider méthodiquement la souveraineté de sa substance monarchique, mais d'avoir réduit à néant la noblesse après l'avoir dépouillée de toute sa raison d'être, ses privilèges, ses titres, ses rentes, ses pensions et jusqu'à ses châteaux, ceux de famille qui brûlent dans l'été de la Grande Peur, pas trop quand même je trouve, mais bon, passons, et celui de Versailles dont le roi a été, pas trop en nombre j'entends, et celui de Versailles dont le roi a été extirpé manu militari pour être placardisé aux Tuileries. Ce sont en effet ces journées d'octobre, dont on a parlé tout à l'heure, qui, aux yeux des ambassadeurs français, comme des ambassadeurs étrangers, achèvent de river le dernier clou au cercueil, je souris parce que les mots sont forts, au cercueil de la souveraineté monarchique, au sens où le roi y perd un peu plus que l'écrin de sa cour, sa liberté. À partir de là, il est clair qu'il n'est plus en mesure de vouloir quoi que ce soit, ni pour la nation, ni pour lui-même. Il n'a donc plus rien de souverain. Or, une telle mise en quarantaine n'est pas sans conséquences diplomatiques, tant il est vrai, pour citer encore Bernis, que, citation, « l'influence d'un grand monarque dépend principalement de la persuasion où sont les autres cours qu'il est le maître chez lui. » Alors effectivement, là, c'est difficile d'avoir une grande persuasion. Et c'est d'autant plus vrai que cette souveraineté s'apparente à leurs yeux à une pathologie invasive dont le foyer se situe moins dans un lieu, la France, que dans un siècle, nous y voilà, l'esprit du siècle, autrement dit, moins dans un lieu que dans un temps. Dans leur dépêche, la Révolution n'est donc pas tant commentée en regard de ce qu'elle fait au roi de France que de ce qu'elle menace de faire aux autres souverains. Si bien que les tableaux qu'ils dressent de ces métastases européennes et des traitements de choc que leur administrent les gouvernements étrangers sont autant de miroirs tendus au ministère de ce qu'il faut faire pour s'opposer au progrès de cette souveraineté virale.
Pardon pour l'allusion au virus. À tous ces titres, les représentants du roi incarnent, aux yeux des représentants de la nation, ce que la société d'ordre a enfanté de pire. Courtisans par nature, intridents par fonction, ces espions décorés, pour prendre un mot de Brissot, sont perçus comme des parasites, voire comme des suspects qu'il convient de destituer. Mais rien n'y fait. Jusqu'au printemps 92, ces reliques de la diplomatie d'un autre âge ont beau n'avoir jamais parlé pour la nation, ils sont demeurés quasi inamovibles. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à Varennes, la souveraineté extérieure du monarque est restée quasiment intouchable. Et voilà la deuxième partie, une souveraineté intouchable, le pari de la confiance, le mot confiance étant indiqué entre guillemets. Ce n'est en effet que tardivement, à la mi-mai 1790, que l'Assemblée prend conscience, pour citer Pétion, que, citation, « c'est dans les relations extérieures surtout que le pouvoir exécutif a le plus de moyens secrets pour dominer ». Alors que les tensions entre l'Angleterre et l'Espagne manquent de dégénérer en un conflit ouvert, pour la première fois se pose la question du renouvellement d'un traité, le fameux pacte de famille. Et se pose la question de celle de la moralité douteuse d'un ambassadeur du roi, en l'occurrence le duc de la Vauguyon. Celui-ci a beau s'être résolument opposé aux prétentions du tiers-État, il a beau avoir été promu ministre des Affaires étrangères dans le cabinet de réaction, entre guillemets, nommé entre le 11 et le 17 juillet, et avoir tenté de quitter la France dans les bagages des princes, il n'en reste pas moins ambassadeur du roi, inamovible à Madrid. Cela suffit donc à remettre en cause l'autonomie qui a été jusqu'ici tacitement concédée au roi en matière diplomatique. Seulement, Casales prévient, je cite, « Vous avez déjà ôté au roi 2 de ses droits, l'administration intérieure et l'administration de la justice. Si vos décrets lui ôtent ce troisième, donc celui des affaires étrangères, si vos décrets lui ôtent ce troisième, il faut révéler un grand secret au peuple. Ce jour, il n'aura plus de roi. » Au terme d'une semaine de débat, Casales peut être pleinement rassuré. Le peuple a encore un roi. Pourquoi ? Parce que le décret du 22 mai 1790, par le décret du 22 mai 1790, les députés ont en effet reconnu à Louis XVI l'exclusivité du recrutement et des négociations diplomatiques, mais également le droit de conclure des traités et de proposer la guerre, dont ils conservent dans les deux cas l'initiative, sous réserve pour les traités d'être ratifiés et sous réserve pour la guerre d'être décrétés, chacun le sait ici, par l'Assemblée. Par conséquent, les représentants de la nation ne se sont finalement donné que le droit de censurer l'exécutif en cas d'hostilités abusives ou de traités compromettants. En clair, ils s'adjugent sur ces traités le même droit de sanction que celui concédé au roi, le fameux droit de veto sur les décrets. Sauf que ce veto-là est en pratique complètement illusoire. En effet, l'Assemblée ne peut se prononcer sur la teneur réelle de la menace extérieure, de toute menace extérieure, qu'en vertu, en bonne logique, de ce qui lui en est dit par le roi, ou plus exactement le ministre, et à travers lui, ses représentants dans les cours étrangères. Or, les députés, écrit Virginie Martin, n'ont aucun moyen de vérifier si ce qui leur est rapporté est vrai ou non, puisqu'ils n'ont aucun droit de regard sur la correspondance de ces ambassadeurs, dont ils ignorent jusqu'au nom. Ils sont donc forcés de les croire sur parole. Par ce décret, les représentants de la nation ont donc fait mieux que préserver la souveraineté externe du roi. Ils lui ont en réalité laissé la possibilité de nouer à l'ombre du sacro-saint secret diplomatique des tractations officieuses avec les cours européennes. Mais il y a plus. En lui donnant à la fois le pouvoir de sanctionner les décrets de l'Assemblée et de faire ses lois avec l'étranger, ils ont reconnu au roi ce que Michel Tropper a appelé un pouvoir d'appréciation, lequel pouvoir d'appréciation fait de Louis XVI, au même titre que les députés, un représentant à part entière. Pourquoi ? Parce que, comme l'a bien montré Pierre Brunet, le principe de la représentation ne tient pas tant à l'élection qu'à la capacité de vouloir pour la nation, c'est-à-dire à exprimer la volonté générale. Les traités étant, d'après Barnave, citation, de véritables actes de volonté, de véritables lois, fin de citation, Louis XVI est ainsi, bel et bien, à l'étranger,
aux yeux de l'étranger, le seul représentant de la nation, habilité par l'organe de ses représentants à parler en son nom. C'est à Mirabeau que le roi doit ce compromis de dupes qui a permis de constitutionnaliser son monopole régalien sur la diplomatie. À Mirabeau, Louis XVI doit aussi d'avoir réduit le comité diplomatique de l'Assemblée à une simple caisse de résonance de la parole officielle du ministre des Affaires étrangères, à la faveur de la confiance dont leurs chefs de file respectifs étaient crédités. Mirabeau, parce que tout conseiller occulte de la cour qu'il était en l'occurrence, n'en est pas moins l'un des meilleurs avocats de la souveraineté nationale, et Montmorin, parce qu'il est le seul, d'après Le Chapelier, citation, qui ait montré qu'il savait aussi être ministre auprès d'une Assemblée nationale, Montmorin, ne serait-ce que parce qu'en son ralliement précoce au tiers-état, lui a valu l'hostilité tenace des émigrés. C'est donc cette réputation patriote que le ministre a su exploiter, avec la complicité de Mirabeau, pour empêcher l'Assemblée de s'immiscer dans les affaires diplomatiques. Il lui a suffi pour cela de présenter à la chaîne les listes de serments civiques émanant du corps diplomatique, en se contentant d'énumérer des noms sans jamais, surtout jamais, préciser le titre de leur prestataire, ce qui lui a donc permis d'y inclure tous ceux du personnel subalterne employé au sein des ambassades, c'est-à-dire que sur les 40 officiellement assermentés, ils ne sont en fait que 15 ambassadeurs ou ministres à l'avoir prêté. Et même pour cela, ce serment n'avait rien d'un acte d'allégeance à la souveraineté nationale, c'était plutôt un gage de leur loyauté au roi, qui leur coûtait d'autant moins que, d'une part, Louis XVI avait lui-même consenti à le prêter, et que, d'autre part, le ministre les autorisait encore à ignorer souverainement la nation. Alors pourquoi Montmorin s'est-il évertué à laisser aux commandes des ambassades une telle armée de ci-devant en faisant comme si ces créatures du roi s'étaient ralliées sans encombre à la souveraineté nationale? On aurait tort de ne voir en cela qu'un simple réflexe de conservatisme ou la preuve d'un double jeu. En fait, cette carte du statu quo relevait d'un pari tactique qui a consisté en nourrissant l'illusion d'une représentation diplomatique intacte, qui a consisté à entretenir la fiction d'une souveraineté monarchique indemne, et dans un seul but, éviter, coûte que coûte, toute forme d'ingérence étrangère. Troisième partie, l'illusion d'une souveraineté indemne, le statu quo comme tactique. C'est en effet pour éviter cette ingérence que Montmorin s'est dispensé de renouveler les pouvoirs des ambassadeurs en poste, qu'il persiste donc à ne tenir encore que du seul roi de France, même pas du roi des Français, du seul roi de France. La titulature, elle y vient justement, je suis allé trop vite, la titulature de roi des Français a beau s'imprimer sur tous les décrets revêtus de sa sanction, conformément à la formule de promulgation qui a été décrétée le 9 novembre 1789, qui fait encore de Louis XVI un roi par la grâce de Dieu, mais aussi désormais par la loi constitutionnelle de l'État, et non, comme l'auraient voulu Robespierre et Pétion, par la volonté ou par le consentement de la nation. Donc, nonobstant tout cela, cette titulature a beau avoir été gravée sur toute pièce de monnaie à partir du 9 avril 1791, elle est demeurée parfaitement invisible dans les lettres de créance délivrées à ses représentants, comme d'ailleurs à leurs successeurs. En ne changeant rien, ni au titulaire, ni même, vous l'aurez compris, au titre diplomatique, le ministère cherche en fait à éviter de mettre les puissances étrangères dans la position de devoir reconnaître officiellement le nouvel ordre politique en France. En effet, accepter d'accréditer le représentant d'une nation putschiste, le mot est entre guillemets, je précise, accepter d'accréditer le représentant d'une nation putschiste et même d'un roi fantoche, là le mot n'est pas entre guillemets, crédité du simple titre de roi des Français, revenait pour les cours étrangères à avaliser les métamorphoses de la souveraineté française, ce que aucune n'était encore disposée à faire, ne serait-ce que parce que depuis l'étranger, cette souveraineté d'un nouveau genre apparaît comme une sorte de monstre, inconnue des nomenclatures du droit des gens, au sens où elle n'est plus tout à fait une monarchie sans être encore une république. Ce qu'on pourrait chicaner, peu importe. C'est une, je cite, « démocratie régie par un roi », pour citer l'ambassadeur vénitien Antonio Capello en juillet 1789, et même 2 ans plus tard, une république avec un monarque, pour citer cette fois-ci Maximilien Robespierre. C'est pourquoi,
en lieu et place des ambassadeurs démissionnaires ou déchus. Le ministre s'est bien gardé aussi de leur donner des remplaçants officiels afin de leur épargner cette épreuve de l'accréditation. Cette stratégie du non-remplacement était d'autant moins problématique qu'elle n'entraînait aucune rupture des relations diplomatiques dès lors que les ambassades vacantes étaient automatiquement prises en charge, comme par le passé, par les secrétaires d'ambassade avec le simple titre de chargé d'affaires par intérim. Montmorin avait toutes les raisons du monde de conserver un tel système de substitution qui permettait autant de masquer que de plâtrer à moindre frais les trous de l'appareil diplomatique, tout ça étant entre guillemets. Il s'assurait ainsi de la continuité des affaires par le biais de ce personnel subalterne qu'il savait, primo, peu coûteux, puisque 10 à 25 fois moins payé que les ambassadeurs, secondo, compétent, puisque rompu à ses fonctions diplomatiques qu'ils n'ont cessé d'endosser dans le dernier tiers du XVIIIe siècle pour pallier les absences toujours plus récurrentes de leurs supérieurs hiérarchiques, et elle précise que seuls 26 des 40 titulaires sont ainsi à leur poste au moment de l'ouverture des États généraux, 26 sur 40, ça n'est effectivement pas terrible. Tertio, tout acquis aux vertus de ce nouveau régime qui pouvait leur offrir ce que l'ancien leur avait toujours refusé, le droit à l'avancement. Ce qu'ils n'obtiennent pourtant pas dans l'immédiat, le ministre, vous l'avez compris, préférant jouer la carte de l'intérim plutôt que de prendre le risque de voir ses roturiers, ces vulgaires roturiers, même si c'est un pléonasme, décorés du seul titre de citoyen, essuyer des refus d'accréditation. C'est enfin, pour éviter ces contentieux, et je dois être déjà à 20 minutes, c'est horrible. Ça va, vous ne dormez pas? Bon, c'est passionnant au demeurant. Je fais ce que je peux, mais j'arriverai pas à faire, à mon avis, moins de quasiment 35. Bon, passons. Cette parenthèse étant fermée, c'est enfin pour éviter ces contentieux que le ministère a opté pour une paralysie stratégique de l'activité diplomatique. Par gros temps révolutionnaire, le parfait ambassadeur est celui qui en dit et qui en fait le moins possible. S'ils doivent en effet s'abstenir de parler pour et même de la nation, c'est qu'il leur est parfaitement défendu de faire de la révolution ne serait-ce qu'un début de sujet, afin précisément de ne pas en faire un enjeu diplomatique. Pour citer Montmorin, citation, « Nous n'avons pas besoin qu'on nous approuve, mais bien qu'on ne nous nuise pas. » Raison pour laquelle les ambassadeurs doivent s'en tenir à la langue de bois avant la lettre du discours officiel. Le roi approuve de son plein gré la régénération en cours. Le roi reste souverain dans les relations extérieures. Point final. Fidèle à cette règle d'or, Montmorin se garde bien d'informer ses ambassadeurs du détail des affaires intérieures, dont ils apprennent donc le menu par d'autres canaux, celui des ambassadeurs étrangers en poste à Paris, les ambassadeurs français apprenant les nouvelles de France par les ambassadeurs étrangers, je ne sais pas si vous voyez, celui des ambassadeurs donc étrangers en poste à Paris, je me suis perdu, pardon, pour qui la supposée régénération de la monarchie a plutôt les allures d'une lente asphyxie que celle d'un nouveau souffle, celui aussi, autre canal, des premiers émigrés qui en appellent déjà à une sainte croisade contre le léviathan révolutionnaire, celui enfin, en bonne logique, de la presse, qui a fait des vestiges de cette représentation anachronique les cibles privilégiées de sa bouche de fer. Faute de nouvelles et faute d'instructions, les ambassadeurs à l'étranger en sont donc presque réduits à monologuer avec un ministre qui apparaît de plus en plus comme le laquais d'une assemblée, auprès de qui il semble prendre ses ordres, mais sans prendre la peine de les informer de ce qui s'y débat, de ce qui s'y décrète, et surtout de ce qu'en sanctionne ou pas le roi. Or, de son côté, le roi, lui aussi, se tait. Ce n'est en effet que le 23 avril 1791 que Louis XVI se décide enfin à briser son silence en produisant une déclaration à l'adresse de ses ambassadeurs pour s'expliquer sur, citation, ses sentiments sur la Révolution et sur la Constitution. Le problème, c'est que cette déclaration survient 5 jours après que le très chrétien ait dû renoncer à se rendre à Saint-Cloud pour entendre sa messe inconstitutionnelle, ce qui fait que cette déclaration est tout aussi suspecte que celle qui lui avait été arrachée le 9 octobre 1789, au lendemain de son déménagement forcé à Paris qui a été évoqué tout à l'heure. Et le fait est qu'elle est rapidement caduque, puisqu'elle est désavouée 2 mois plus tard par sa déclaration du 20 juin 1791, dans laquelle Louis XVI affirme n'avoir fait que parapher celle du 23 avril, rédigée de la seule main du ministre. Les ambassadeurs ont donc eu d'autant de peine à déchiffrer les volontés sibyllines de ce roi mutique,
puisque bâillonné par les députés et, en plus, censuré par son ministre. Sur le plan des négociations, parce que les ambassadeurs négocient de temps en temps aussi, sur le plan des négociations, ce dogme de la réserve s'est traduit par un retrait et même par un désengagement de toutes les affaires en cours. L'alliance du Nord entre l'Espagne et la Russie, enterrée, puisque pour citer Montmorin, nous ne serions pas en position de nous occuper de la promouvoir. La révolution dans les Pays-Bas autrichiens, impossible de s'en occuper, faute de pouvoir, citation, pensez à autre chose que à ce qui se passe en ce moment sous nos yeux. Tout se passe donc comme si la diplomatie française était tellement ligotée par les enjeux politiques intérieurs qu'elle n'était plus en mesure d'assumer aucun rôle sur la scène internationale, où son influence en suspens est finalement à l'image de la souveraineté en sursis de son monarque. Cette atonie de l'activité diplomatique participe ainsi pleinement de l'éclipse de la France sur l'échiquier diplomatique européen, prophétisée dès l'été 89 par tous les chroniqueurs de la mort annoncée de sa monarchie. Dès la prise de la Bastille, l'ambassadeur russe, le marquis de Simoline, je ne sais pas si on prononce comme ça, soutient aussi que, citation, « la France peut être considérée comme n'existant pas », un peu brutal peut-être, n'existant pas dès lors que sa souveraineté monarchique n'existe plus. Or, ce n'est pas non sur le plan symbolique que c'est... Ce n'est pas non sur le plan symbolique, oui, ce n'est pas tant plutôt, oui, ce n'est pas tant sur le plan symbolique que ces professionnels de la représentation peuvent en défendre la présomption d'existence, puisque, en la matière, ils sont là aussi astreints au service minimum, ou plus exactement à une exigence d'économie drastique. En cela, le ministère ne fait que suivre à la lettre les injonctions du Comité des finances, qui, dès janvier 1790, avait fustigé, citation, « l'idée exagérée de la dignité extérieure de leur représentation », qui coûte cher. Le fait est que si les ambassadeurs ne peuvent plus se payer le luxe d'être magnifiques, ils n'ont pour la plupart même plus les moyens d'être basiquement honorables. À son arrivée à Venise en 1791, par exemple, le comte de Durfort a de telles difficultés financières qu'il est contraint de vendre sa loge au théâtre, de vendre sa gondole et de vendre jusqu'à sa vaisselle. C'est quand même très triste, au point de devoir mendier des secours au ministère pour soutenir la décence de sa place. La réponse de Montmorin arrive. Plus les temps sont difficiles, plus les personnes que Sa Majesté emploie au dehors doivent s'attacher à maintenir la dignité et la prééminence de la France par tous les moyens qui dépendent d'eux. Quelqu'un aujourd'hui parlerait de la réduction du périmètre, de la réduction des coûts, mais c'est à peu près ça. Débrouillez-vous pour être honorable sans argent. Sauf qu'ils ne ont plus vraiment ces moyens, disais-je à l'instant, du fait de la diminution de leur traitement, de la suppression de leurs droits seigneuriaux et féodaux, de la suppression de leurs pensions, de la suppression de leurs rentes et, pire, de la dégringolade du cours du change. Qu'à cela ne tienne, certains se font un point d'honneur à ne rien retrancher à la magnificence d'antan, à commencer par le numéro 1 des ambassadeurs dans la hiérarchie diplomatique, Bernis. C'est en effet parce que Louis XVI ne représente plus rien à Paris qu'il faut maintenir, à ses yeux, sa représentation à l'identique à l'étranger, et plus encore dans cette vitrine des hiérarchies européennes qu'est la ville éternelle. En persistant à recevoir à grands frais tous les 2 jours plus d'une quarantaine de convives à la table qui a fait sa réputation de roi de Rome, s'entend entre guillemets, Bernis a cherché à faire du palais Carolis le dernier sanctuaire de la splendeur expirante de la monarchie française. Mais ailleurs qu'à Rome, la représentation étriquée de cette souveraineté crépusculaire a valu aux ambassadeurs un déclassement symbolique. Ce déclassement s'est traduit d'une part par une série d'entorses aux préséances qui leur étaient jusqu'ici reconnues dans l'ordre protocolaire et, d'autre part, par la suppression de privilèges et de franchises qui leur étaient jusqu'ici accordés. Or, sur les 2 points, les ambassadeurs sont priés de renoncer à toute forme de réclamation et de consentir, sans ciller, à sacrifier ces honneurs, bien qu'ils participent pleinement du déshonneur de leur souverain. Cet effacement du roi des affaires, et même cet effacement du roi de la scène européenne et de la France de la scène européenne, n'a pas seulement avili la dignité de la souveraineté monarchique, elle a fini aussi par léser les intérêts nationaux, on le comprend volontiers. En effet, les gouvernements étrangers ont profité de cette souveraineté en berne pour remettre en cause des droits consentis jusqu'ici au commerce et aux ressortissants français.
Si la France perd en effet sur le plan économique les privilèges que lui avait valu son statut de nation la plus favorisée, c'est qu'elle a gagné sur le plan politique la réputation de nation, entre guillemets, la plus malfamée d'Europe. La gamme des mesures de rétorsion et de représailles à l'encontre de ces Français à la citoyenneté pour le moins toxique est aussi infinie que la défiance qu'inspirent ces atomes de la souveraineté nationale dont tous devenus en quelque sorte les représentants. En se refusant à défendre les droits de cette nation française au sens ancien de communauté d'étrangers, les ambassadeurs du roi sont accusés de brader autant les intérêts que la dignité de la nation majuscule, avec un N majuscule. En réalité, ils ne font en cela que se conformer aux directives ministérielles, Montmorin leur ayant prescrit de ne pas se compromettre à défendre ces Français indéfendables qui se permettent de réclamer un peu trop fort de leur souveraineté au risque de violer la règle cardinale de non-ingérence. Mais ce qui rend l'abandon de leurs compatriotes persécutés d'autant plus coupable, ce sont les traitements de faveur qu'ils ne réservent plus qu'à ceux qui ont précisément choisi de rompre avec la nation, à savoir les émigrés. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. À leur égard, les ambassadeurs du roi font en effet preuve d'une bienveillance et même d'une complaisance qui procède autant de leurs affinités évidemment politiques avec ces suppôts de la cour que d'un devoir à l'endroit de ces voyageurs de qualité qui appartiennent au premier cercle de la famille royale et à certains des tout premiers noms de l'aristocratie française. En les recevant à grands frais et en grande pompe, les ambassadeurs tendent ainsi à ressusciter en miniature dans leur palais d'ambassade la cour morte de Versailles. C'est vrai à Madrid, où se forme une véritable cour d'émigrés autour de la Vauguyon. C'est vrai encore à Rome, on l'a déjà dit, autour de Bernice et des tentes du roi. C'est bien sûr à Turin, où le baron de Choiseul doit faire face dès la fin de l'été 89 à l'arrivée fracassante des princes du sang. Un an plus tard, il s'avoue de plus en plus embarrassé face aux provocations et surtout aux intrigues de ce qu'il appelle cette troupe d'émigrés qui se permet de parler ouvertement et même d'agir secrètement contre la nation. Parce qu'ils en viennent à faire de son ambassade un quartier général de la contre-révolution. Choiseul se trouve dans une position pratiquement intenable. Il lui faut, citation, « concilier les égards » pour les princes et concilier, citation encore, ses devoirs envers le roi, je n'ose ajouter de la nation en théorie, tout en devant composer avec l'audience croissante de celui que le comte d'Artois a institué comme son propre ambassadeur, le marquis de Serran. C'est pour arbitrer ce conflit de loyauté que Choiseul réclame des ordres précis de la part du roi en personne et que, faute de les avoir obtenus, il finit par remettre sa démission. Le cas de Choiseul témoigne bien du cas de conscience qui se pose en fait à tous les ambassadeurs quant à la façon la plus adéquate de soutenir le trône chancelant du roi. Est-ce en défendant sa fiction de souveraineté pour en ménager la survie au prix de cette cohabitation avec la nation? Ou bien est-ce en se ralliant au parti de ceux qui plaident le recours à la force pour restaurer le roi dans la plénitude de sa souveraineté aux dépens de la nation? Les liaisons dangereuses, pour faire du laclos, que les ambassadeurs du roi ont entretenu avec le groupe des émigrés, expliquent qu'ils aient presque tous fini par céder à un moment ou un autre aux sirènes du non-retour et même de la contre-révolution. Le fait est que sur les 26 ambassadeurs et ministres en poste en 1789, 16 ont refusé de rentrer en France au lendemain de leur destitution ou de leur démission, 16 sur 26. Et ils ont eu d'autant moins de mal à basculer au service de la diplomatie des princes que ceux-ci n'ont pas ménagé leur peine pour les débaucher. Il faut toutefois souligner que, jusqu'à Varennes, les ambassadeurs ont refusé de devenir les représentants de ces transfuges, ces princes ayant à leurs yeux 3 grands torts. Premier tort, celui d'avoir abandonné le roi. Deuxième tort, celui de conspirer contre leur patrie. Troisième tort, celui d'agir sans l'aval du souverain. Raison pour laquelle, avant Varennes, et elle souligne avant Varennes, les 3 seuls ambassadeurs à avoir été débauchés après avoir été démissionnés, Castelnau-Bombelle et Vérac, l'ont été par le baron de Breteuil, précisément parce que, à la différence du ministre des Princes, Calonne, celui-ci était avoué par le roi pour démentir la version officielle de son consentement. Ce n'est donc qu'après Varennes, une fois déliés de leur serment par la trahison du roi, que ces ambassadeurs se sont sentis autorisés à démissionner
et à s'agréger à cette diplomatie des princes. Alors à partir de là, ils ne sont plus tant les représentants d'un ou des princes que désormais d'un principe, les représentants de la souveraineté monarchique. Pour conclure, et la conclusion est courte, pour conclure, ça va, j'aurais tenu à peu près quand même, hein. Pour conclure, entre 1789 et 1791, la crise de la représentation diplomatique s'est traduite par une forme de schizophrénie qui procède finalement autant du double jeu du roi que du pari perdant du tandem Montmorin-Mirabeau pour mettre la souveraineté externe du roi à l'abri des ingérences de la représentation nationale comme de celle des gouvernements étrangers. En laissant les ambassadeurs en poste, ils ont cru pouvoir laisser la représentation monarchique en l'état, c'est-à-dire dans le moule à peine corrigé de l'Ancien Régime, faute d'avoir ne serait-ce qu'esquissé sa nationalisation. Les ambassadeurs du roi sont ainsi devenus, malgré eux, les fonctionnaires d'une nation dont ils ne furent jamais ni l'incarnation ni l'expression à l'étranger. Mais ce sont, pour autant, bel et bien les réseaux parallèles et concurrents de la diplomatie secrète qui ont fini par rendre complètement inaudible le discours officiel du ministère et toujours, à l'inverse, ou en parallèle, devrais-je dire, plus assourdissant, le silence du roi. C'est en effet ce silence qui a permis à tous ceux autorisés ou enclins à parler pour lui de parler à sa place en se faisant les interprètes de ses volontés insondables, puisque toujours plus équivoques, c'est peu de le dire. Car au fond, que veut le roi ? Dans cet imbroglio diplomatique qui confine à la cacophonie, toute la difficulté pour les cours étrangères aura été d'identifier les véritables dépositaires de sa voix et de ses vœux. Par sa déclaration du 20 juin 1791, qu'il prend soin d'adresser à tous les Français, donc qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient émigrés par exemple, Louis XVI a fait mieux que dissiper le doute. En arguant autant de son défaut de liberté que son déficit de souveraineté, il a achevé de consommer le divorce entre les deux souverains, c'est-à-dire lui et la nation évidemment, et ce faisant, il a fait avorter le fruit de ses noces barbares entre guillemets avec la nation. Et avorter quoi ? La Constitution. Un an plus tard, un autre 20 juin, le 20 juin 1792, soit le jour du double anniversaire du serment prêté par les députés au jeu de paume, où nous étions tout à l'heure, et l'anniversaire du serment bafoué par le roi fugitif, le peuple, le 20 juin 92, force Louis XVI à retirer ses vétos et à se couvrir du bonnet de la liberté. Roderer résume, « Le trône est encore debout, mais le peuple s'y est assis. » 3 mois plus tard, le trône est tombé et il n'y a plus que les représentants de la nation à régner. Et j'ai fini.